Bonsoir à tous. Mon intérêt pour les hôtels de ville est assez ancien puisque c'est le sujet que j'ai choisi de traiter dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et depuis lors, je n'ai cessé d'essayer d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Et la période dont je voudrais traiter aujourd'hui va de la fin du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors pourquoi avoir choisi cette période ? Parce que c'est celle pendant laquelle, dans notre pays, ces constructions sont les plus nombreuses. Le corpus représente plusieurs centaines d'édifices, sans parler des bâtiments qui n'ont pas été construits. On a conservé dans les archives de nombreux projets d'hôtels de ville qui n'ont pas été réalisés la plupart du temps pour des raisons financières, parfois pour des raisons politiques, puisque nous allons le voir, ce sont des édifices qui sont fortement porteurs de sens de ce point de vue-là. Ce sont des édifices fortement représentatifs. Et cette période commence à la fin du XVe siècle parce que, sous le règne de Louis XI, les relations entre les édiles qui gouvernent les villes et la monarchie se transforment. Et comme vous le savez sans doute, Louis XI s'appuie fortement sur les villes pour mener sa politique réformatrice. C'est la politique des bonnes villes, selon l'expression consacrée, les bonnes villes du roi, les bonnes villes de France. Alors il y a un contresens à ne pas commettre qui est d'interpréter cette floraison d'édifices communaux durant toute cette période que l'on appelle traditionnellement la période moderne, comme l'affirmation d'un pouvoir renforcé des villes et des édiles. Ce n'est pas cela du tout. Comme vous le savez, nous sommes plutôt dans un contexte de centralisation progressive et forte du pouvoir, de la monarchie. Et il est évident que de la fin du XVe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on voit peu à peu les villes perdre de leur influence, perdre de leur liberté face à l'administration royale, et en particulier avec la systématisation des intendants à partir de la fin du XVIIe siècle et surtout au siècle suivant. Donc rien de comparable aux exemples antérieurs, plus anciens, en Italie ou dans les villes flamandes. Je vous ai apporté ici une vue d'un édifice dont on vous a déjà parlé dans le cadre de ce cycle de conférences, le Palazzo Pubblico de Sienne. Autre exemple, au début du XVe siècle, la construction de l'hôtel de ville de Bruxelles et l'aménagement d'une importante place devant cet édifice qui le met au cœur de la cité et qui le met particulièrement en valeur. Durant cette période, les édifices municipaux en France, certes, existent, mais bien souvent n'ont qu'une faible valeur architecturale. Et même la plupart du temps, les conseils de ville se réunissent dans des cabarets, dans des monastères, où ils le peuvent en réalité, parfois même dans des églises, et ne disposent pas d'un lieu qui leur soit exclusivement réservé. Donc cette situation est vécue de manière assez difficile à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, et quand on examine à la lumière des documents les raisons pour lesquelles les villes se sont lancées dans la construction d'édifices qui, au final, sont des entreprises assez coûteuses et qui parfois pèsent lourdement sur leurs finances et durablement sur leurs finances, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est à la fois pour pouvoir disposer de lieux qui soient adaptés à leur action, c'est-à-dire dans lesquels ils puissent trouver au moins une grande salle dans laquelle se rassemble le conseil de ville, avec généralement à proximité immédiate de cette grande salle, une salle plus petite pour les conseils restreints. Et puis un élément fondamental dans le programme, c'est la présence d'un local pour les archives.
car il est évident que la charte communale, est le document sur lequel s'appuie le pouvoir des villes, qui leur est délégué à l'origine par le seigneur, qu'il soit laïque ou ecclésiastique, ou qu'il s'agisse très directement pour certaines villes du souverain. Un autre espace que l'on retrouve quasi systématiquement dans les hôtels de ville, dans les programmes, c'est l'arsenal. Même s'il ne faut pas s'y tromper, pour les raisons que je vous ai dites à l'instant, les villes ne jouent plus vraiment de rôle militaire, mais en tout cas, il est tout à fait essentiel, d'un point de vue de la représentation du pouvoir, de pouvoir disposer de quelques armes. Puis en tout cas, ne serait-ce que pour assurer la police à l'intérieur de la cité. Alors, d'autres éléments touchent plutôt à l'aspect représentatif de ces édifices, et nous verrons une des caractéristiques des hôtels de ville, c'est la présence d'un balcon, généralement très développé, qui permet aux édiles de s'adresser directement à la population, et notamment le jour de la proclamation des résultats des élections, mais aussi en bien d'autres circonstances, ou à l'occasion des nombreuses fêtes qui, à cette époque, rythment la vie dans les villes. Autre élément important, c'est la présence d'une horloge qui va rythmer la vie de la cité et d'une cloche qui permet de sonner le tocsin, de signaler l'imminence d'un danger, etc. etc. La question du beffroi, durant cette période, on ne construit pas ou très peu de beffrois, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais le souvenir du beffroi, qui est un symbole fort des libertés communales, persiste dans la présence de clochetons qui viennent en général animer les toitures de ces constructions. Les édiles, lorsqu'ils parviennent à rassembler les moyens financiers pour se lancer dans l'aventure de la construction d'un hôtel de ville, font appel, et évidemment la situation est très différente s'il s'agit d'une petite ville, d'une ville moyenne ou d'une capitale de province, ont à cœur de faire appel aux meilleurs praticiens. Et cela apparaît bien dans la perfection technique et la qualité des matériaux qui sont employés pour la construction de la plupart de ces édifices, et qui explique en partie le fait qu'ils nous soient presque tous parvenus dans un relativement bon état de conservation. Ils font appel, pour les municipalités les plus riches et les plus ambitieuses, aux meilleurs architectes de la région. Ils organisent parfois des concours d'architecture. Ça a été le cas, par exemple, au milieu du siècle, j'en reparlerai peut-être, à Lyon. Et ils font même parfois appel à des architectes de réputation nationale, voire européenne, et on sait que Jules Ardoin-Mansart est beaucoup intervenu sur ces questions d'architecture municipale. Avec une évolution importante qui est que dans la première partie de cette période, au XVIe et au XVIIe siècle, ce sont les villes qui décident, qui font le choix de leur architecte et qui maîtrisent le chantier, même si les gouverneurs, au cours du XVIIe siècle, ont tendance à vouloir intervenir. Mais avec la présence systématique des intendants, on se rend bien compte, mais c'est la même chose dans d'autres domaines de l'architecture publique, que ces programmes tombent totalement entre leurs mains et sont non seulement maîtrisés par les intendants, mais même le plus souvent initiés par les intendants, qui voient dans la construction d'un hôtel de ville le moyen
de flatter l'ego des édiles et des citadins plus généralement, le moyen de donner aux cités un équipement moderne qui permet une bonne gestion administrative de la ville et qui permet d'embellir, c'est la fameuse période des embellissements des villes, et souvent même, au-delà de la construction de l'hôtel de ville, d'aménager une place, voire de construire un nouveau quartier, ou de réorganiser par le percement de voies qui vont mener à cet édifice des quartiers anciens. Les villes, investissant beaucoup financièrement et politiquement dans ces constructions, en assurent souvent la publicité. Et j'ai retrouvé des gravures, des médailles qui ont été éditées à l'occasion de ces chantiers. Des ambassadeurs étaient envoyés à l'étranger pour vanter la beauté de ces édifices, dans lesquels étaient reçus les grands personnages qui faisaient étape dans les villes. La réception, par exemple, de Louis XIV à l'hôtel de ville de Lyon fut un grand moment. Et ces édifices représentatifs, donc, leur fonction ne se limitait pas à la gestion au quotidien de la ville, mais finalement leur fonction principale, et on le voit bien dans les textes, dans les motivations des édiles, était cet aspect représentatif, ce qui ressort particulièrement dans le décor, qui est un élément fort de cette architecture. Ce décor essentiellement sculpté, qui malheureusement, bien souvent, ne nous est pas parvenu intact, dans la mesure où les nombreux changements de régime au cours du XIXe siècle leur ont fait subir de très fortes transformations. Ce décor, il est un subtil équilibre très variable en fonction des époques et des lieux entre la glorification de la ville et la glorification de la personne royale. Et là, on lit bien, dans l'iconographie de ces décors, la sujétion des villes au pouvoir central, au pouvoir royal. Dès le début de la période que nous considérons ce soir, dès la fin du XVe, début du XVIe siècle. Donc un décor qui exalte la ville par le positionnement central de son blason, par ses emblèmes qui peuvent être très largement répandus sur les façades, qui glorifie le souverain de plus en plus au fur et à mesure que l'on avance vers le règne de Louis XIV, où l'effigie royale prend une importance considérable, et l'exemple de Lyon est particulièrement significatif de ce point de vue-là, on le verra tout à l'heure, dans la mesure où cet hôtel de ville a fait l'objet d'une forte restauration. Il avait été construit au milieu du XVIIe siècle, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, sous le règne de Louis XIV, à l'occasion de laquelle on a transformé ces parties hautes, qui avaient disparu dans un incendie, en les réorganisant autour d'un bas-relief équestre du souverain. Et donc, paradoxalement, l'hôtel de ville, qui à l'origine est un édifice représentatif du pouvoir municipal, devenait un édifice au service de la propagande royale, au même titre que la place royale qui était aménagée dans la même ville, exactement au même moment par le même architecte. Alors, bien des hôtels de ville sont construits aussi au fil du temps. Et je vous ai apporté comme exemple tout à fait caractéristique quelques vues de l'hôtel de ville de La Rochelle, qui date pour les origines de la fin du XVe siècle et qui se présente sous la forme d'une maison forte. Et par chance, il a conservé ces murailles qui délimitent un espace à l'intérieur desquels, au fil du temps, on a construit des bâtiments de plus en plus monumentaux. Et notamment sous le règne de Henri IV,
cette magnifique aile que vous avez sur la droite de la diapositive, supportée par une galerie à arcades dont le décor est extrêmement foisonnant. Et vous pouvez remarquer aussi à l'étage, qui abrite la grande salle du conseil municipal, des niches qui viennent rythmer l'élévation et à l'intérieur desquelles se trouvent des allégories des vertus du bon gouvernement. Avec toute cette ambiguïté, avec une double lecture en réalité. S'agit-il du bon gouvernement de la ville ou du bon gouvernement du roi, dans la mesure où le décor du rez-de-chaussée est rempli d'allusions au souverain par la présence du chiffre du roi, par la présence de fleurs de lys ou de couronnes royales. L'hôtel de ville de Saumur est un des plus anciens de la série dont j'ai eu à traiter, et est intéressant parce qu'il s'inscrivait dans les fortifications de la ville. Nous sommes en bordure de la Loire, en limite de ville, et c'est un site souvent privilégié par les villes que celui des fortifications ou des anciennes fortifications, dans la mesure où ces terrains appartiennent déjà à la ville, et donc il est d'un moindre coût d'aménager un édifice sur ces fortifications. La première série significative d'édifices municipaux construits en France se concentre dans le Val-de-Loire. Je vous en ai donné une liste ici sur cette diapositive. Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir royal, à cette époque, se trouve localisé dans le Val-de-Loire, et l'on voit bien là le rapport qu'il y a entre le pouvoir royal et les villes, et le pouvoir royal qui incite les cités à se doter d'un édifice communal. Donc encore une fois, l'édifice communal n'est pas une manifestation d'indépendance de la part des villes vis-à-vis du pouvoir royal, c'est tout le contraire. À tel point que le souverain, dans certains cas, va jusqu'à financer partiellement ou totalement la construction de ces édifices. C'est le cas pour l'hôtel de ville de Blois, qui malheureusement a disparu. C'est le cas sans doute pour la plupart de ces édifices, mais on n'en a pas toujours malheureusement la preuve. C'est le cas aussi pour l'hôtel de ville de Loges, qui a été entièrement financé par le roi, et dont le programme est assez particulier, puisque c'est un édifice qui est totalement surdimensionné par rapport à l'importance de la ville, qui n'est en réalité qu'une petite agglomération dans la basse-cour du château royal de Loches, mais qui abrite en son sein la prison royale, la justice royale et le grenier à sel. Donc toutes ces fonctions qui sont regroupées dans un même bâtiment, qui prend le nom de maison commune, qui est représentatif de la ville, mais qui en réalité est essentiellement destiné aux représentants du pouvoir royal. Alors, l'hôtel de ville de Beaugency, cette vue nous permet de voir qu'il s'agit d'un édifice positionné dans la continuité du bâti de la rue principale de la ville à cette époque. C'est une implantation qui est tout à fait privilégiée, à proximité de la principale porte d'accès à la ville, sur laquelle se trouve la cloche de ville. Mais on voit bien que l'édifice ne se singularise pas par sa masse, par ses dimensions, mais plutôt par sa qualité architecturale et décorative. Alors, cette gravure est intéressante dans la mesure où elle nous montre l'état de cet édifice avant sa restauration au XIXe siècle. Restauration qui a peut-être été un petit peu hasardeuse, notamment dans la restitution des parties hautes. Et cette gravure
nous permet de voir notamment la présence d'un semis de fleurs de lys sur les trumeaux de l'édifice ou de la salamandre de François Ier dans les tables qui viennent orner les allèges des baies de l'étage. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui cet édifice qui a été récemment nettoyé et restauré, avec un élément intéressant qui a sans doute été un peu réinterprété, mais dont on voyait bien l'amorce sur la gravure du XIXe siècle. Il s'agit de ces petites guérites, de ces sortes de tourelles en encorbellement qui viennent orner les angles du bâtiment, qui viennent encadrer la partie haute de la façade et qui évoquent la fonction militaire de la ville. On en verra d'autres exemples sur des édifices plus récents. Vous remarquez aussi que, contrairement aux maisons qui l'entourent, cette façade est entièrement réalisée en pierre, ce qui permet évidemment le développement d'un important décor sculpté dont l'iconographie aujourd'hui pose problème. Par exemple, les médaillons qui figurent dans les écoinçons des baies du rez-de-chaussée sont difficiles à interpréter, faute de texte et faute d'attributs à ces figures. En tout cas, il s'agit très clairement, bien entendu, d'une évocation de l'Antiquité. Un élément intéressant, c'est la présence au rez-de-chaussée de baies qui font penser à un usage commercial de cette partie du bâtiment, seul l'étage étant réservé à la fonction municipale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Pour rentabiliser ces constructions, les villes n'hésitent pas à consacrer tout ou partie du rez-de-chaussée au commerce, avec pour conséquence le développement d'un type particulier d'hôtel de ville, sans doute le seul type architectural qui soit spécifique, qui soit propre aux hôtels de ville, qui est l'hôtel de ville Halle, dont nous verrons un exemple tout à l'heure à Agde. Voilà un détail pour vous faire apprécier la qualité du décor. Tout le répertoire nouveau, moderne de la Renaissance, tout le répertoire à l'antique est ici monopolisé pour mettre en valeur cette architecture. Et il est intéressant de constater, en se promenant dans la ville de Beaugency, que ce décor architectural a donné des idées et a été repris partiellement, ponctuellement, dans d'autres constructions à la suite, à l'intérieur de cette même ville. Ici, une gravure de l'hôtel de ville de Loches, dont le positionnement est très intéressant, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure dans le cas de Saumur, il est construit à proximité de la principale porte d'entrée de la ville et adossé à l'enceinte urbaine. Son corps principal quadrangulaire abrite essentiellement un escalier monumental, rampe sur rampe, évidemment d'une grande modernité pour l'époque, et vous constatez que la superposition des ordres d'architecture est ici utilisée pour donner une certaine monumentalité et majesté à cette élévation. Mais en ce qui concerne la typologie, on se rattache ici à celle des grandes demeures urbaines de la Renaissance dans le Val-de-Loire, qui sont très souvent flanquées d'un corps d'escalier important. De la même manière que tout à l'heure à Beaugency, eh bien, la typologie, c'est celle de l'habitation urbaine. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de type architectural propre à l'architecture communale. Nous verrons que dans d'autres cas, on fera appel à d'autres références, telles que le château, par exemple, ou l'hôtel particulier, mais plus rarement, et je vous dirai pourquoi.
Le seul type spécifique, c'est celui de l'hôtel de ville Halle. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les commanditaires, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre transforment ou font évoluer ces types architecturaux pour les adapter à leurs nouvelles fonctions, à leurs fonctions publiques. Et il est évident que la présence du décor, de ce point de vue-là, est un élément important qui permet de signifier d'une manière assez claire la fonction du bâtiment. Lorsque François Ier quitte le Val-de-Loire pour l'Île-de-France, cela a des répercussions aussi sur les constructions municipales. Et cela se manifeste notamment par le début de la construction de l'Hôtel de Ville de Paris, qui pendant longtemps va rester l'édifice communal le plus important en France. Cet hôtel parisien, dont je vous montrerai des vues à la suite, se caractérise notamment par l'intégration du motif du beffroi au corps de bâtiment, le motif du beffroi devenant l'axe de la composition. Et il y avait un précédent à cela avec l'hôtel de ville de Compiègne, qui malheureusement a été très restauré, même plus que restauré au XIXe siècle et assez réinterprété. Par exemple, le bas-relief équestre qui orne désormais le centre de la façade remplace une niche dans laquelle se trouvait une annonciation, donc quelque chose, une iconographie complètement différente. Et il faut noter qu'à côté de l'iconographie politique à la gloire de la ville ou du souverain, bien souvent, l'iconographie religieuse venait compléter le décor, et notamment une représentation du saint protecteur de la ville, et souvent aussi une représentation de la Vierge. Cet hôtel de ville était flanqué d'un bâtiment qui faisait office d'arsenal. Alors, l'hôtel de ville de Paris est un chantier qui est totalement maîtrisé par le souverain. Il est voulu par le roi qui impose son architecte aux échevins parisiens. Donc c'est Dominique de Cortone qui est chargé de donner les plans de cet édifice, dont l'importance a longtemps été sous-estimée, à mon sens, dans l'histoire de l'architecture française, dans la mesure où c'est le premier édifice monumental de style Renaissance dans la capitale, avant le Louvre de Pierre Lescot. Alors certes, on n'atteint pas à la perfection architecturale du Louvre de Pierre Lescot, mais il est intéressant de voir que cette modernité architecturale s'exprime dans un programme édilitaire, entièrement voulu et porté par le souverain, à tel point que lorsque les fonds en provenance du Trésor royal viendront à manquer, le chantier s'arrêtera pour ne reprendre que beaucoup plus tard, sous le règne de Louis XIII, où il sera achevé. Donc cet hôtel de ville mettra à peu près un siècle à être construit. Le cas de l'hôtel de ville de Paris est l'occasion d'aborder un autre sujet qui est celui de l'aménagement de l'espace, de la place devant l'hôtel de ville. Et d'une manière assez paradoxale pour la ville capitale, on n'est jamais parvenu à donner une certaine régularité à la place de Grève, qui est toujours restée un espace relativement informe, entouré de bâtiments très disparates. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sous le règne de Louis XV, on a très fortement songé à détruire cet édifice pour reconstruire un hôtel de ville digne de ce nom et surtout disposant d'un environnement qui le mette particulièrement en valeur. La modernité architecturale, eh bien, je pense qu'elle est tout à fait évidente dans l'utilisation des ordres d'architecture, notamment. Ce qui est intéressant ici, c'est que la référence, c'est celle du château. C'est celle du château français avec ses 3 corps de bâtiments, son corps de logis central, flanqué
de deux grands pavillons, et cette silhouette si caractéristique des hauts combles qui viennent individualiser chacun de ces volumes architecturaux. Et l'aspect d'ailleurs pittoresque de ces combles est encore augmenté par la présence ce qu'on pourrait presque appeler le beffroi axial qui émerge et vient se détacher sur le ciel et autour duquel se concentre l'essentiel du décor. Le relief équestre qui surmonte l'entrée de l'édifice n'a été réalisé que sous le règne de Louis XIII, de même que la magnifique porte d'entrée qui est un des rares vestiges toujours existants de ce bâtiment qui, comme vous le savez, a été détruit par les flammes sous la Commune. Mais reconstruit au même endroit, au même emplacement, dans un style qui évoque, si on le veut bien, quand même assez largement l'édifice d'origine. Et donc ça montre bien aussi la pérennité de ces constructions et l'attachement des citadins à ces bâtiments qui sont de forts marqueurs urbains et en même temps de forts témoins de l'histoire de la ville. Alors, bien entendu, entre le relief équestre, le décor du beffroi, c'est clairement l'axe de la composition qui est mis en évidence. Il est évident aussi que l'hôtel de ville de Reims, construit bien des années plus tard, au début du XVIIe siècle, prend modèle sur l'hôtel parisien, qui reste une référence à cette époque. De nouveau, l'aspect est celui d'une grande demeure au champ, d'un château, et l'idée d'inclure le beffroi dans le corps central est ici reprise d'une manière plus systématique et sans doute plus heureuse, avec le développement d'un véritable portique formé par la superposition d'ordres de colonnes et toujours la présence du bas-relief équestre ici de Louis XIII qui vient surmonter l'entrée du bâtiment. Alors la hiérarchisation des sculptures reflète l'organisation politique du pays, puisque les armes de la ville surmontent la porte d'entrée et elles sont elles-mêmes dominées par la représentation du souverain. La gravure que vous avez sous les yeux a été réalisée au moment du lancement du chantier et réalisée par l'architecte de l'hôtel de ville, donc c'est une commande spécifique des échevins, et accompagnée d'un texte à la gloire de cet édifice. Donc c'est une véritable publicité qui était organisée autour de cette construction, qui était d'autant plus importante dans le contexte de cette ville que le pouvoir municipal était jusque-là partagé entre deux assemblées concurrentes. Et à partir du moment où l'une de ces deux assemblées a réussi à entreprendre la construction d'un édifice aussi important, elle a pu asseoir définitivement son pouvoir sur la ville. Il est positionné sur une des grandes places de la cité, la place du marché aux chevaux, et c'est aussi une implantation qui est privilégiée pour les édifices municipaux que celle d'une place dédiée au commerce, puisque, bien évidemment, les échevins sont issus, le plus souvent, de cette activité commerciale. Mais, paradoxalement, ils tentent souvent de la masquer, en tout cas dans les villes, enfin, notamment dans les villes où l'accession au pouvoir municipal confère la noblesse. C'est pourquoi d'ailleurs le type dont je vous parlais tout à l'heure, celui de l'hôtel de ville Halle, finalement n'a connu qu'un faible succès durant cette période et ne se développera véritablement qu'au XIXe siècle. Donc quelques flèches pour mettre l'accent sur
les parties essentielles du décor. Cet hôtel de ville a beaucoup souffert des bombardements durant la guerre, durant la Grande Guerre, durant la Première Guerre mondiale, et a été reconstruit quasiment à l'identique. Et c'était vraiment la volonté de toute une population de retrouver son hôtel de ville dans son aspect d'origine. L'hôtel de ville de Lyon est un autre grand édifice qui jalonne cette histoire des édifices communaux français. Il est construit au milieu du XVIIe siècle et les dessins sont donnés par l'architecte voyer de la ville, Simon Maupin, mais pour plus de sûreté, les édiles décident de soumettre les plans réalisés par Simon Maupin à de grands architectes parisiens, et notamment à Jacques Lemercier, qui n'est pas le moindre des architectes à cette époque. Alors il est très difficile aujourd'hui de savoir, bien entendu, très précisément quelle a pu être l'intervention de Lemercier et les modifications qu'il a pu apporter au projet initial de Simon Maupin. Elles sont sans doute assez peu importantes, mais tout de même déterminantes sans doute sur notamment la construction du grand escalier monumental qui dessert l'étage où se trouve la salle du Conseil, et la réalisation d'un portique de séparation entre les cours de cet hôtel de ville. À l'arrière, je vous montrerai le document tout à l'heure, qui n'est pas sans rappeler, le portique réalisé par le même architecte pour Richelieu au Palais Cardinal. Alors cette gravure est une des très nombreuses gravures qui ont été réalisées à cette époque, au milieu du XVIIe siècle, pour faire la publicité de l'édifice. Les échevins étaient à ce point sollicités par les graveurs, par les médaillés, qu'à un moment ils ont refusé de payer quoi que ce soit pour de nouvelles médailles et de nouvelles gravures, parce qu'ils finissaient par se ruiner sur ces questions. Et il était clairement question d'égaler, voire de surpasser l'hôtel de ville construit à Amsterdam, qui était considéré comme l'édifice communal monumental par excellence. Là, encore une fois, la référence, eh bien, c'est celle du château, avec les 3 corps de bâtiments, et la présence du beffroi qui, cette fois-ci, surgit à l'arrière du haut comble qui couvre le corps central, et qui porte, bien entendu, l'horloge, le cadran de l'horloge, qui était tout à fait essentiel à la vie de la cité. Comme dans les exemples précédents, l'essentiel du décor se concentre sur la partie axiale, notamment par la présence de colonnes qui encadrent l'entrée, à laquelle on accède par un perron qui lui-même met en valeur cet axe, puis par le fronton cintré qui vient couronner cette travée axiale elle-même en saillie sur la façade du corps central, et par les armes royales qui se détachent sur des trophées d'armes extrêmement spectaculaires. Il faut bien entendu ajouter à cela les pots à feu qui, très vraisemblablement à l'époque, étaient dorés. Et donc on a là un édifice particulièrement monumental dont le décor est complété par des médaillons placés dans les écoinçons des baies, un peu comme tout à l'heure à Beaugency, mais à une autre échelle, mais ici avec une iconographie très précise qui met en valeur la monarchie et plus particulièrement la dynastie des Bourbons, puisque sont représentés ici les différents monarques depuis Henri IV, ainsi que leurs épouses. Le balcon qui règne sur l'intégralité du corps central et dont la saillie vient racheter celle des pavillons latéraux est un élément déterminant
et très fréquemment utilisé par les édiles, notamment à l'occasion des grandes fêtes qui se déroulaient sur la place aménagée face à ce bâtiment. Les armes de la ville, comme c'était le cas tout à l'heure à Reims, viennent orner le linteau de la porte d'entrée, et les armes du roi, le tympan du fronton cintré. Un détail de la magnifique porte sculptée avec incrustation de médaillons de bronze qui donne accès à l'énorme vestibule voûté qui occupe une bonne partie du rez-de-chaussée du bâtiment. Vous pouvez apprécier aussi les jeux de polychromie du fait de l'utilisation de pierres de différentes provenances, mais ce sont toujours des pierres locales et il y a très souvent un souci d'utiliser les matériaux locaux, de mettre en valeur les techniques architecturales développées dans l'architecture locale ou dans l'architecture vernaculaire. Ce qui donne à ces édifices une saveur tout à fait particulière, avec un mélange de références à l'architecture savante et de références à l'architecture plus locale, l'architecture plus vernaculaire. Ici, d'autres détails. Cet édifice a été récemment restauré et les parties en ferronnerie ou les plombs des toitures ont été redorés. Vous pouvez notamment voir la présence de lions couchés sur les rampants du fronton triangulaire de cette baie de l'étage principal, et lions qui, évidemment, symbolisent la ville. Sur cette gravure ancienne, on peut juger de l'emplacement stratégique de ce bâtiment qui a été construit en limite de la ville et qui a été l'amorce d'un nouveau quartier, d'un nouveau développement urbain organisé autour d'une nouvelle place, la place des terreaux. Alors avec la volonté de donner dès le départ une certaine unité au bâtiment entourant cette place, malheureusement, les règles qui ont été prescrites par les édiles n'ont pas été très suivies, mais le gabarit était donné par le premier bâtiment construit, que l'on voit ici sur la gauche de cette gravure, et qui aurait dû servir de référence à la construction des autres immeubles, ce qui n'a pas été le cas. Et vous savez que les règlements de voirie ou les règlements municipaux en matière de construction sont bien souvent restés lettre morte. C'est parfois le cas encore aujourd'hui. Et puis, autre aménagement pour mettre en valeur cet espace, une fontaine. Ça, c'est un geste caractéristique de l'action édilitaire. C'est à la fois un embellissement et, bien entendu, un objet d'une grande utilité, avec cet obélisque surmonté d'un globe sommé d'une fleur de lys dorée. Alors, ce magnifique plan a été gravé par Simon Maupin et était destiné, bien entendu, à être offert à des visiteurs de marque, par exemple. Il est orné des armes, notamment des édiles de l'époque. Et surtout, il a l'intérêt de nous montrer la distribution d'origine du bâtiment. Et c'est un plan qui n'intègre pas certaines ultimes modifications de la bâtisse, notamment en ce qui concerne cette partie-là, qui, à l'origine, comme c'est représenté ici, devait être consacrée à la conservation des armes de la ville, et qui, pour finir, sera ouverte sous la forme d'une galerie dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a probablement, cette modification a probablement été suggérée par l'architecte Lemercier lorsque Maupin lui a soumis ce plan. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, ici, Maupin a renversé la distribution habituelle du château, puisque, alors que la façade du château, habituellement, la façade principale, donne sur le jardin, il est évident qu'ici, la façade principale doit donner sur la place publique, et le jardin a été rejeté à l'arrière des deux cours autour desquelles s'organise ce grand bâtiment.
La présence de ce jardin est tout à fait exceptionnelle. À ma connaissance, c'est le premier jardin public jamais réalisé en France, en tout cas attesté comme jardin public et conçu comme jardin public dès l'origine. Et de ce point de vue-là, il me paraît tout à fait intéressant. Ce qui est assez surprenant, c'est que le Rhône coule ici, pas très loin, et que l'on n'a pas profité de cette situation pour ouvrir la perspective des jardins, qui est très fortement marquée, et que l'on apercevait grâce au remplacement de ce bâtiment par une série d'arcades à travers les différentes cours, pour ne pas ouvrir cette perspective sur le fleuve, ce qui lui donnait évidemment un agrément tout particulier. Et sans doute, les édiles n'ont-ils pas pu acheter les terrains qui auraient permis de prolonger cette perspective, et ils se sont résolus simplement à fermer le jardin, à le clore d'un mur au centre duquel était dessiné un trompe-l'œil qui prolongeait artificiellement l'axe. On voit bien ici, au centre du bâtiment, l'emplacement au rez-de-chaussée du grand vestibule voûté qui porte à l'étage la grande salle du Conseil de même dimension. Dans les pavillons latéraux, au rez-de-chaussée, des espaces réservés à différentes fonctions économiques, juridiques, policières, et à l'étage, au bureau du premier consul ou échevin, on peut employer les deux termes à Lyon, et une salle plus petite pour les conseils restreints. Cet hôtel de ville était complété à l'étage sur l'arrière d'une chapelle qui ouvrait directement sur la grande salle du conseil. Ce n'est pas le seul cas, il y en a d'autres. La séparation entre les deux cours se fait par l'intermédiaire d'une fontaine monumentale qui ici a un rôle purement décoratif. Et vous voyez que dès cette époque, l'administration municipale est suffisamment importante pour nécessiter la construction d'un bâtiment de cette ampleur qui a littéralement ruiné la ville de Lyon pour de nombreuses années. Voilà ici une autre des nombreuses gravures qui ont été réalisées à cette époque, avec toujours la version d'origine, avec ce bâtiment très, très massif qui venait fermer l'espace de la deuxième cour et qui la séparait très fortement du jardin. Et puis la version actuelle, à mon avis révisée par Jacques Lemercier, des arcades et surtout à niveau unique, qui produit un effet de transparence extrêmement intéressant, qui a été ensuite évidemment un peu gâté par la construction du théâtre juste devant au XVIIIe siècle. Une autre gravure ici d'Israël Sylvestre, du bâtiment en cours de construction. En tout cas, si on en croit cette gravure, alors il faut toujours évidemment être extrêmement prudent, on se rend compte qu'avant même d'avoir terminé la construction des ailes, on avait dessiné les broderies des parterres. En tout cas, on voit bien l'intérêt que l'on portait à cet aménagement, ce qui est assez exceptionnel dans le domaine de l'architecture édilitaire. Et puis, dans cet édifice d'exception, la présence d'un décor important, notamment dans le grand escalier monumental, qui à lui-même est un élément fortement décoratif, qui permet d'accéder donc à la grande salle du Conseil, et des fresques qui ont été réalisées par Thomas Blanchet, qui est un artiste formé à Rome, et dont le répertoire est très fortement influencé par la peinture italienne, ce qui ne saurait étonner dans une ville placée à mi-chemin entre Paris et Rome. Et ce cycle, cet ensemble de peintures relate l'histoire rêvée de cette ville, dont les racines, dont les origines antiques, bien entendu, sont avérées, mais très fortement revendiquées ici par les échevins, fiers de montrer l'ancienneté de leur cité. Ce décor se déployait d'une manière extrêmement fastueuse dans la salle du Conseil,
qui malheureusement a brûlé quelques années après la construction, et donc le décor réalisé par Thomas Blanchet dans cette salle qui était lui-même fortement influencé par l'art des Carraches, avec un compartimentage du plafond extrêmement intéressant qui nous est connu heureusement par des dessins et une gravure, a complètement disparu. Autre type architectural, celui de l'hôtel de ville Halle, ici à Agde, avec un positionnement de l'édifice extrêmement intéressant, puisqu'on a profité de la construction de cet édifice municipal pour créer un lien fort entre la ville et son principal faubourg. Et l'édifice, quand on regarde le plan général de la cité, est construit à la limite, même à la frontière entre ces deux quartiers, entre le cœur de la cité et le faubourg. Et donc il y avait vraiment la volonté ici de créer un lien fort et une continuité entre les deux parties de l'agglomération. La présence, évidemment, de la fonction édilitaire se manifeste au rez-de-chaussée par ce magnifique portail monumental à fort bossage. Et vous voyez que toutes les ressources du décor architectural sont ici employées pour le mettre en valeur, qu'il s'agisse des pilastres d'encadrement et portant entablement, qu'il s'agisse du bossage 1 sur 2 qui rappelle de grands exemples de l'architecture italienne, ou du fronton triangulaire qui vient couronner l'ensemble, coupé par une table elle-même coiffée d'un fronton centré, le tout étant semé de boules de pierre. Et bien sûr, la grande salle du Conseil occupe la quasi-intégralité de l'étage, les fonctions administratives étant regroupées au deuxième étage. Alors pourquoi l'hôtel de ville Halle, qui finalement est tout à fait intéressant pour une municipalité dans la mesure où il permet d'assurer deux grandes fonctions à la fois commerciales et politiques dans un même bâtiment, donc avec un investissement moindre, n'a-t-il pas eu un grand succès ? Eh bien, c'est parce qu'il rappelle trop l'origine commerçante des élites urbaines. Et ce n'est pas un fantasme de ma part, j'en ai trouvé la preuve, notamment dans les très nombreuses discussions qui ont accompagné la construction de l'hôtel de ville d'Arles, dont je vous parlerai dans un instant, où, à la suggestion de créer un grand vestibule au rez-de-chaussée de cet hôtel de ville, certains consuls opposent le fait qu'il servira de retraite pour les commerçants que l'on ne pourra pas déloger de ce grand vestibule. Autre type architectural utilisé pour les constructions utilitaires, c'est celui du palais urbain. Le plus bel exemple, sans doute, est celui de l'hôtel de ville d'Aix-en-Provence, dont l'attribution est un petit peu délicate dans la mesure où plusieurs artistes locaux, peintres, architectes et sculpteurs y ont travaillé concomitamment, mais qui présente toutes les caractéristiques de l'architecture édilitaire, notamment le grand balcon axial et un décor sculpté qui malheureusement nous est parvenu aujourd'hui très, très réduit, très transformé, mais qui était dominé à l'origine dans le médaillon que vous voyez ici, qui abrite aujourd'hui un buste de Marianne, dominé par un buste du souverain. Remarquez aussi la qualité, encore une fois, de la construction, des matériaux utilisés, la présence des ordres de pilastres qui viennent scander les différents niveaux d'élévation. On est vraiment dans l'architecture savante. Oh, là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Le sablier me fait peur. L'implantation à proximité de la tour de ville plus ancienne, fidélité donc à des implantations anciennes de bâtiments
symbolisant le pouvoir municipal, et une qualité architecturale qui se retrouve constamment, qu'il s'agisse par exemple de cette magnifique grille d'accès à la cour intérieure de l'hôtel de ville, ou qu'il s'agisse du décor des métopes de la frise dorique. La niche de la façade principale de la cour intérieure était occupée par une statue de la Vierge. Et puis l'escalier qui, dans l'axe du bâtiment qui ferme la cour à l'arrière, permet d'accéder aux principales salles de réunion à l'étage, qui est un escalier dit à l'impérial. C'est une forme relativement rare, mais plutôt propre aux bâtiments publics, c'est-à-dire un escalier formé d'une volée axiale menant à un palier intermédiaire duquel repartent deux volets latérales qui mènent à l'étage. La construction de l'hôtel de ville d'Aix-en-Provence ouvre une série de constructions d'importants édifices édilitaires en Provence et plus largement dans le sud de la France. Et on sent bien qu'il y a une émulation entre les villes. À qui construira le plus bel hôtel de ville? Et là encore, on a dans les textes des preuves de cette émulation. Le très bel hôtel de ville de Salon de Provence, construit lui aussi à l'emplacement de l'ancien rempart qu'il vient remplacer, est un palais italien qui présente un décor extrêmement savant de frontons alternativement cintrés et triangulaires au bel étage, qui présente un attique sommet d'une balustrade qui vient masquer le toit à faible pente qui couvre ce bâtiment, et contrastant avec ce vocabulaire architectural d'une grande modernité, des petites échauguettes, des petites tourelles en encorbellement qui viennent encadrer la composition de l'étage principal et qui, encore une fois, rappellent la fonction militaire des municipalités. Les deux statues que vous voyez ici sur le balcon, encadrant la baie axiale et mettant en valeur cet élément essentiel qu'est le balcon, vous l'avez bien compris, sont des statues allégoriques. Et puis l'hôtel de ville de Marseille, toujours dans cette même série, dont la construction a été un temps interrompue par la volonté de Louis XIV, puisque vous savez que Marseille était une ville rebelle, et que Louis XIV a dû se déplacer dans cette ville pour mater cette rébellion. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le chantier en répression, le chantier de l'hôtel de ville a été volontairement interrompu. Donc c'est un chantier qui a duré assez longtemps. Et le modèle ici est tout à fait original, puisqu'il s'agit des villas de la côte ligure, avec laquelle, bien entendu, Marseille entretenait des relations très serrées par le commerce maritime. Et donc ces modèles étaient bien connus, c'est-à-dire une construction en trois parties, corps central en retrait, deux corps latéraux en saillie, et cette saillie étant rachetée intégralement par une grande terrasse qui évidemment était tout à fait adaptée à la fonction édilitaire. Cet édifice a été très longtemps attribué à Pierre Puget, sans aucun fondement à cette attribution. Pierre Puget n'ayant réalisé d'une manière certaine que le buste de Louis XIV qui orne la partie axiale du bâtiment. Donc le balcon, le buste du roi, dans une niche entourée de trophées d'armes. Donc c'est une iconographie bien rodée que l'on a déjà vu apparaître tout à l'heure sur l'édifice lyonnais. Et puis un élément intéressant, signalé par la flèche en bas, qui est l'élargissement du quai à l'emplacement de l'hôtel de ville. Donc il y a la volonté, il n'y avait pas la possibilité évidemment de créer une véritable place,
Mais, à tout le moins, a-t-on élargi le quai pour créer une esplanade qui mette en valeur l'édifice et qui permette à la population de se rassembler en nombre devant ce balcon. Il est évident que dans une ville fluviale ou maritime, le port est un emplacement idéal pour construire l'édifice municipal. C'est à la fois le lieu de l'activité commerciale et puis c'est la possibilité de disposer d'un recul qui permet d'apprécier dans les meilleures conditions les formes architecturales du bâtiment. La ville de Toulon, qui avait construit quelques années auparavant son hôtel de ville en bordure du nouveau quartier du port, qui avait été loti sous le règne de Henri IV, stimulé par la construction de tous ces beaux édifices, a décidé d'enrichir son bâtiment, qui ne présentait aucun trait saillant et qui ressemblait à toutes les autres maisons bordant le port, en commandant au grand sculpteur Pierre Puget un décor sculpté pour créer un grand balcon axial ouvrant sur le port, ouvrant sur la mer, et ce qui a donné à cet édifice le nom de loge de la mer, loge de mer, avec la présence de ce qu'on appelle habituellement, à tort d'ailleurs, des atlantes. Ce sont en réalité des termes, puisqu'il s'agit de bustes portés sur des gaines, richement ornés d'attributs marins, de coquillages, d'encre, de cordages, qui, bien entendu, symbolisent l'activité commerciale et maritime de la ville. Et puis ces personnages qui évoquent les portefaix qui œuvraient au pied même de l'hôtel de ville au déchargement des marchandises sur le quai. Le grand écusson axial, bien entendu, portait les armes de la cité. Alors cet édifice a été détruit par les bombardements du deuxième conflit mondial et par chance, la partie sculptée par Pierre Puget a pu être préservée et remontée sur un bâtiment reconstruit au même emplacement. Et vous avez à droite une photo ancienne, une carte postale ancienne qui témoigne de l'ancien aménagement avec, vous le voyez, un élargissement du quai comme à Marseille qui permettait de créer une vaste esplanade. Dans ce parcours chronologique que j'ai choisi de vous présenter pour que les choses soient, si possible, à peu près claires, l'hôtel de ville construit à Arles marque un moment important. C'est un moment de rupture dans la mesure où, jusqu'à présent, on a vu des édifices qui, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient très largement inspirés par l'art de la construction locale, même s'il faisait très largement référence à l'architecture savante. Ici, à Arles, on a une référence totale et radicale à un modèle qui est celui du château de Versailles. Et il est évident que ces formes architecturales témoignent de l'action de plus en plus importante de l'administration royale en matière de construction édilitaire et plus largement de construction publique. Le chantier, ou plutôt la conception de cet hôtel de ville a donné lieu à de très nombreux projets. La chose était extrêmement conflictuelle, les municipalités changeant assez souvent, un climat politique assez tendu, qui explique que l'on a mis beaucoup de temps, qu'on n'arrivait pas en tout cas à se mettre d'accord sur un projet définitif. Et c'est le passage en Arles du jeune Jules Ardois-Mansart qui a permis de régler la question, puisque Jules Ardois-Mansart a donné le dessin de cette élévation, qui, vous le voyez, est très largement inspirée de celle du Versailles de Louis le Vau, pour mémoire rappelée en vignette en haut à gauche, et sur lequel le même Jules Ardois-Mansart, peu de temps après, interviendra pour Louis XIV, notamment par la construction de la Galerie des Glaces, où il reprendra pour les élévations nouvelles, pour l'essentiel, le vocabulaire mis en place par Le Vau, avec les arcades au rez-de-chaussée qui s'inscrivent sur un parement à bossage en table continue, avec le balcon à l'étage, à balustre de pierre, grand étage noble scandé d'un ordre d'architecture, et sommet d'un étage datique, lui-même doté d'un ordre de pilastres simplifié,
Et bien sûr, la couverture en terrasse à balustre, qui rappelle aussi l'esthétique versaillaise. Et donc là, pour la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'architecture publique, on a une manifestation de ce qui sera confirmé par la suite et qui perdure jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette influence du grand art francilien et royal de Levau puis de Jules Hardouin-Mansart dans l'architecture publique, comme une sorte de référence obligée, avec une esthétique officielle de l'architecture publique qui se met en place progressivement à partir de cet exemple arlésien qui, de ce point de vue, est tout à fait déterminant. Et puis l'aménagement de la place, mis en valeur par l'érection de cet obélisque antique qui, autrefois, était surmonté d'un soleil doré qui évoquait, bien entendu, la personne de Louis XIV. Finalement, ce vestibule qui était tant redouté, ce grand vestibule voûté qui occupe la quasi-intégralité du rez-de-chaussée, tant redouté par certains consuls arlésiens, a été construit et a donné à Jules Hardouin-Mansart l'occasion de développer une voûte parmi les plus extraordinaires jamais construites en France, au moins pour la période moderne, et dont Jean-Marie Pérouse de Monclos a fait une brillante analyse avec des pénétrations stupéfiantes qui permettent de couvrir avec un très faible développement une surface considérable sans aucun appui, sinon périphérique. Et on voit bien ici que ce chef-d'œuvre, au sens propre du terme, met en valeur la construction et donc va flatter évidemment l'ego des édiles, mais aussi met en valeur la ville et tout son passé architectural important depuis l'Antiquité. Enfin, un autre modèle, un autre type architectural emprunté à l'architecture civile privée, qui a été recyclé dans le domaine de l'architecture civile, c'est celui de l'hôtel particulier. Mais très peu utilisé pour la bonne raison que le corps de logis en fond de cour n'est pas ou peu visible depuis la rue, ce qui ne favorise pas évidemment la mise en valeur du bâtiment dans la trame urbaine, qui est tout à fait indispensable pour un édifice public. Ce qui explique que ce type a été relativement peu utilisé, bien qu'au XVIIIe siècle, on trouve quelques exemples, notamment d'intendances, qui reprennent la typologie de l'hôtel particulier. Cela s'explique mieux dans le cas d'une intendance, dans la mesure où l'intendance est à la fois un édifice public et la résidence de l'intendant, alors que l'hôtel de ville est très rarement la résidence du premier consul ou du principal échevin. Ça arrive, mais ce n'est pas du tout systématique. Et on le voit bien ici, où l'essentiel du décor est disposé sur la partie haute du corps de logis axial, de manière à pouvoir être lu par-dessus le mur de clôture sommé ici d'une balustrade, avec notamment ces très beaux soleils qui évoquent ici le roi et bien entendu les armes royales, fleur d'Elysée et surmontée d'une couronne, les armes de la ville surmontant la porte d'accès à la cour d'honneur du bâtiment. Alors cet édifice a été réalisé par un ingénieur du roi, Alexis de la Feuille, qui a voulu imposer un modèle tout à fait francilien, à tel point qu'à l'origine, le corps principal était couvert d'un haut comble à dôme, couvert d'ardoise, qui évidemment n'a pas résisté au premier grand coup de Mistral et qui a dû être très rapidement remplacé par une toiture beaucoup plus habituelle dans la région, en tuiles canal, une toiture plus basse. Mais pour vous montrer à quel point ces modèles de la grande architecture francilienne s'imposent de plus en plus par l'intermédiaire des intendants et par l'intermédiaire des ingénieurs du roi qui agissent en leur nom. Quelques autres vues de ce bâtiment. Le corps central en fond de cour abrite exclusivement le grand escalier qui permet d'accéder à la salle du conseil.
Et cette disposition rappelle très fortement, me semble-t-il, celle imaginée à l'hôtel Lambert par Louis Levaux. Donc là, encore une fois, on a une référence très directe à la grande architecture parisienne ou francilienne. Ça me semble tout à fait évident sur cette vue. Cette prégnance des modèles royaux ou des grands modèles franciliens se manifeste lors de la restauration de l'hôtel de ville de Lyon, qui brûle pour toutes ses parties hautes en 1674, qui est un drame pour la ville, qui exsangue financièrement, ne pourra envisager la reconstruction de ses parties hautes qu'à la toute fin du siècle. Et cette restauration, reconstruction, est confiée à Jules Hardouin-Mansart et à Robert de Cotte, son principal collaborateur, qui travaillent dans le même temps à l'aménagement de la place royale lyonnaise. Et vous voyez que la transformation est tout à fait radicale. Si vous avez encore à l'esprit les toitures très pittoresques du château imaginé par Simon Maupin, ici remplacé, en tout cas pour ce qui concerne le corps central, par un attique qui rappelle, bien entendu, l'esthétique versaillaise, ça me semble tout à fait évident, d'autant qu'il est lui-même surmonté d'une balustrade. Les dômes qui viennent remplacer les hauts combles des pavillons latéraux, évoquant d'autres modèles de l'architecture royale, et en particulier le Louvre et les Tuileries. Et puis la statuaire en acrotère, toujours des allégories du bon gouvernement, et surtout la présence du relief équestre de Louis XIV, qui a été détruit à la Révolution et remplacé au XIXe siècle par la figure d'un roi beaucoup plus consensuel qui est Henri IV. Cet édifice a fait l'objet, comme je vous l'ai dit, d'une récente restauration qui lui a permis de retrouver ses dorures. Par exemple, ici, pour le magnifique encadrement des lucarnes des pavillons latéraux. Ici, une vue plus rapprochée du motif axial, où vous voyez que le relief équestre est encadré d'atlantes, un peu maladroits sans doute dans leur réalisation, et surmonté des armes, autrefois surmonté des armes royales tenues par des anges, portées par des anges. Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte ont aussi donné des projets pour un nouveau décor de la salle du Conseil, qui avait été aussi extrêmement endommagé par le sinistre. Et vous voyez que ce décor n'est pas sans évoquer certains principes mis en œuvre par Jules Hardouin-Mansart à Versailles, notamment à la Galerie des Glaces. Les modèles, ce sont aussi les grandes places royales, et notamment les deux places royales parisiennes réalisées par le même architecte à cette époque, la place des Victoires, la place Louis-le-Grand dans ses deux versions, aujourd'hui place Vendôme, dont le principe est celui d'un premier niveau rez-de-chaussée formant socle, à bossage et percé d'arcades, portant un ordre colossal qui vient embrasser les deux niveaux supérieurs, l'étage noble et le niveau attique, pour supporter un fort entablement. Et la ponctuation se faisant par l'intermédiaire de saillies mises en valeur par les ordres d'architecture qui passent insensiblement des pilastres aux demi-colonnes ou aux colonnes détachées, en fonction du relief que l'on veut donner et des accents que l'on veut donner aux façades. Jacques V Gabriel a été le grand propagateur de cette esthétique que l'on pourrait qualifier d'officielle, je pense,
dans les capitales provinciales, notamment à Rennes, avec la construction de ce grand hôtel de ville qui reprend ses principes esthétiques, mais dont la disposition est tout à fait originale et intéressante. C'est une disposition courbe, qui n'est pas sans rappeler celle du Collège des Quatre Nations de Louis le Vau, et organisée autour d'un véritable beffroi. Et c'était une demande pressante de la ville, dans la mesure où l'ancien beffroi avait brûlé dans le grand incendie qui, vous le savez, a ravagé la ville de Rennes et qui a motivé les très importants travaux de reconstruction qui ont été dirigés par Jacques V Gabriel. Et donc pour contenter les échevins rennais, Gabriel a organisé son édifice autour de ce grand môle axial du beffroi. Mais très paradoxalement, il en a fait une allégorie au pouvoir royal, puisque vous voyez que la base de ce beffroi était occupée par une grande niche qui abritait une figure en pied de Louis XV, au pied duquel se prosterne la Bretagne. Et donc là, c'est évidemment une allusion tout à fait évidente au pouvoir royal et à son emprise sur une province qui avait quand même la réputation d'être assez rebelle. Ici, un projet qui n'a pas été réalisé pour Marseille, qui est tout à fait dans la même veine, qui reprend cette même esthétique mise au point par Louis le Vau et puis ensuite plus définitivement par Jules Hardouin-Mansart pour le Souverain. Et qui montre bien aussi que très rapidement, la construction du milieu du XVIIe siècle est apparue comme trop petite et peu représentative de l'importance prise par la ville. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de constater l'intérêt pour le beffroi, et on voit bien que Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne connaissait ici l'édifice rennais. Alors d'une manière plus anecdotique, puisqu'on a vu principalement des édifices extrêmement monumentaux jusqu'à présent, cette influence des grands modèles, et en particulier de l'hôtel de ville de Rennes, pouvait se faire sentir dans des projets beaucoup plus modestes. Et ce fut le cas à Caen. Il s'agissait de moderniser le vieil hôtel de ville hérité du Moyen-Âge, qui était implanté à un endroit stratégique de la cité, au débouché du principal pont qui permettait d'accéder au centre de l'agglomération. Vous voyez que cet hôtel de ville était constitué d'un grand corps central, à l'étage duquel se trouve la salle du conseil municipal, flanqué de tours d'angle. L'intendant, bien évidemment, soucieux de la bonne circulation des voitures sur le pont, n'avait qu'une idée en tête, c'était de faire sauter cette construction vétuste à laquelle tenaient beaucoup les échevins, à tel point qu'ils ont demandé, pour contrer la volonté de l'intendant, un architecte dont la postérité n'a pas retenu le nom, mais ce n'était peut-être pas forcément nécessaire, un projet de modernisation de ces façades qui évoque, bien entendu de manière extrêmement naïve et maladroite, l'exemple de Rennes, puisqu'on retrouve de manière presque caricaturale différents éléments de l'édifice de Gabriel, ici mimé maladroitement par l'architecte municipal, sans doute de Caen. Bien entendu, ce projet n'a pas du tout convaincu l'intendant qui a obtenu la disparition de cet hôtel de ville. Voilà les différents points qui rappellent, bien sûr, l'édifice rennais. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, l'hôtel de ville de Paris connaît quelques embellissements, notamment par l'érection d'une statue en pied de Louis XIV dans la cour, qui fait l'objet d'un aménagement assez somptueux que vous pouvez ici apprécier sur cette gravure.
ou des aménagements plus ponctuels réalisés à l'occasion des grands événements qui ponctuaient la vie de la famille royale et qui étaient traditionnellement célébrés à l'Hôtel de Ville de Paris. Ici, par exemple, un très bel aménagement de la cour intérieure de cet édifice. Mais il est évident que le bâtiment ne répondait plus aux attentes des échevins parisiens. Et sur ce plan de Pierre Pat, qui est bien connu, sont rassemblés différents projets de place royale. C'est au moment du grand concours qui est lancé pour l'aménagement de ce qui sera plus tard la place Louis XV, actuelle place de la Concorde, et qui rassemble sur un même plan de Paris les principaux projets proposés par les différents architectes qui ont participé à ce concours. Et plusieurs de ces projets prévoyaient la création, l'érection d'un nouvel hôtel de ville. Cette esthétique officielle, on la retrouve jusque dans les provinces les plus éloignées de la capitale, notamment à Toulouse, où une nouvelle façade est construite pour le Capitole. Et on voit bien sur cette vue aérienne que cette façade vient unifier des bâtiments extrêmement disparates qui avaient été construits au fil des siècles, un petit peu comme à La Rochelle. Et la nouvelle façade vient former une sorte d'écran d'architecture devant ces bâtiments et reprend, je n'y reviens pas, cette esthétique mise en œuvre par Jules Hardouin-Mansart, notamment sur les grandes places royales parisiennes. Alors ce qui caractérise quand même ici le bâtiment, c'est l'emploi de la brique, bien entendu, qui lui donne un caractère plus particulièrement toulousain. Mais il faut savoir que à l'origine, cette brique était recouverte d'un badigeon blanc qui donnait au bâtiment un aspect beaucoup plus parisien qu'aujourd'hui. Et il n'est pas inintéressant de noter qu'aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de revenir à cet état d'origine, tant les Toulousains sont attachés à l'emploi de cette brique. Et une certaine uniformité s'impose désormais dans l'architecture édilitaire et plus largement dans l'architecture publique telle qu'elle est réalisée notamment dans les grandes capitales provinciales, puisque vous voyez qu'entre la façade de l'Hôtel de Ville de Toulouse et la façade de l'Hôtel de Ville de Nancy, il y a très très peu de différence. Ce sont vraiment des nuances et qui résident essentiellement dans le décor, avec un intérêt plus marqué à Nancy pour le décor de ferronnerie. Mais ce sont des inflexions et le parti d'ensemble est tout à fait semblable. Et puis déjà des références à une histoire de l'architecture édilitaire, et il ne fait dans mon esprit aucun doute que les Atlantes qui viennent encadrer la porte du Capitole de Toulouse sont un clin d'œil, une référence aux célèbres Atlantes de Puget pour l'Hôtel de Ville de Toulon. Alors en avançant dans le temps, évidemment, cette esthétique évolue vers le néoclassicisme notamment. On en a un bon exemple avec ce très beau projet de Soufflot pour un nouvel hôtel de ville à Bordeaux qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Et c'est un projet qui a été repris par l'architecte de la ville, François Bonfin, qui se l'est attribué d'une manière assez peu élégante, mais on sait par les textes que c'est Soufflot qui avait donné ce dessin, dont on a peu de témoignages, sinon cette magnifique élévation et perspective des bâtiments qui laissent malheureusement un petit peu dans le flou la partie principale de l'édifice à l'arrière. Et là, on a évidemment des rappels à la grande architecture parisienne, notamment, il me semble, ici, par exemple, au pavillon dessiné par Jacques-Ange Gabriel pour la place de la Concorde. Et puis la présence ici de ce grand dôme monumental qui est
je le pense, un fort symbole de l'architecture royale, dans la mesure où la plupart de ces dômes, en tout cas à Paris, ont été réalisés sur des bâtiments royaux, par exemple au Louvre et aux Tuileries, ou au Palais du Luxembourg pour le pavillon d'entrée. Forme architecturale évidemment empruntée à l'architecture religieuse, mais qui marquait bien le caractère divin du pouvoir royal. Alors ce projet de construction d'un nouvel hôtel de ville, implanté à l'emplacement de l'ancien édifice édilitaire sur la ligne de l'ancien rempart et enjambant les anciens fossés, dont le périmètre est à peu près délimité par ce trait rouge ici sur ce plan malheureusement très, très effacé mais extrêmement intéressant, où l'on voit l'importance du développement de ce bâtiment en U organisé autour de 4 cours latérales et bien sûr d'une grande cour d'honneur axiale, et qui devait déboucher sur une grande place dont vous voyez ici, vous arrivez à deviner le tracé, dont l'aménagement aurait nécessité la destruction de très nombreux bâtiments et aurait été extrêmement onéreuse, bien entendu, pour la ville. Et de cette place devaient partir de nouvelles voies réorganisant tout ce faubourg de Bordeaux. Donc un projet extrêmement ambitieux et révélateur de l'impact que pouvait avoir ce type de construction sur le tissu urbain et du rôle que les hôtels de ville ont joué dans les très nombreux embellissements de villes qui marquent la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France. Donc voilà des flèches qui vous permettent peut-être de mieux repérer ces aménagements. Dans le même ordre d'idées, le projet de construction d'un nouvel hôtel de ville à Rouen va beaucoup plus loin que la simple reconstruction d'un édifice édilitaire. Il s'agit de réorganiser la ville, de moderniser cette cité qui souffrait d'un déficit d'image à cette époque, puisque essentiellement construite en pans de bois, ce qui était considéré comme un archaïsme insupportable, qui favorisait, qui plus est, les incendies. Donc il s'agissait de donner un nouveau visage à Rouen, et c'est Antoine Mathieu Le Carpentier, qui était d'ailleurs originaire de cette ville, qui était chargé de ce projet qui malheureusement n'a pas pu être réalisé pour des questions financières. Projet très ambitieux, unissant deux projets qui en général sont distincts, c'est-à-dire la place royale et l'hôtel de ville. Et bien entendu, la façade ici de l'hôtel édilitaire formant un écran architectural mettant en valeur la statue du roi qui devait orner la place. Et puis sur l'arrière, la présence d'un jardin qui n'est pas sans rappeler le modèle lyonnais. Alors cet édifice devait abriter de très nombreuses fonctions, et notamment une salle de concert. Et on en a par chance conservé la maquette, ce qui est malheureusement rare dans l'histoire de l'architecture française, qui est conservée à la bibliothèque municipale de Rouen. On voit la très belle qualité du dessin, la mise en œuvre notamment des ordres d'architecture et la perfection des proportions, et en même temps tout cet héritage, encore une fois, de l'architecture du grand siècle, qui est revendiqué par de très nombreux architectes de la période néoclassique. Donc la place royale associée à l'hôtel de ville, on en connaît d'autres exemples. Celui de Reims est extrêmement intéressant parce que, bien évidemment, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'édifice municipal existait déjà. Il a été d'ailleurs achevé au cours du XVIIIe siècle. On l'aperçoit ici, encadré par le principal axe qui débouche sur la nouvelle place royale, au centre de laquelle est érigée la statue pédestre de Louis XV, lequel Louis XV va en quelque sorte dialoguer avec son prédécesseur Louis XIII, dont le relief équestre orne l'axe de l'hôtel de ville. Et donc, vous voyez, il y a ici la volonté de créer une certaine logique dans l'urbanisme ici mis en œuvre,
et en même temps de mettre en valeur l'édifice édilitaire qui est visible par cette principale perspective de la place royale. Même volonté de mise en valeur du bâtiment à Tours, dans la construction d'un nouvel hôtel de ville au débouché du pont sur la Loire, qui est reconstruit à la même époque, avec en pendant un bâtiment identique à usage de musée et de bibliothèque, les deux bâtiments ayant malheureusement disparu dans les bombardements de la dernière guerre mondiale. D'autres exemples, ici, Châlons en Champagne, avec bien entendu, plus on avance dans le temps, une inflexion néoclassique beaucoup plus marquée. Mais en même temps, on le voit bien, la circulation des modèles. Le projet de Le Carpentier pour Rouen, qui n'a pas été réalisé, connut un grand succès car Le Carpentier avait pris le soin d'en publier les plans. Et donc ces planches étaient connues de tous les architectes, et on voit bien ici que Nicolas Durand s'en est assez largement inspiré, ça me semble assez évident. Notamment dans la présence de ce grand dôme carré à l'arrière. Encore une fois, l'effet de monumentalité est aussi produit par l'usage exclusif de la pierre et de la pierre de taille de la meilleure qualité pour réaliser les élévations de ces bâtiments. Plus original sans doute, notamment dans sa forme courbe, l'hôtel de ville érigé à Alençon à la demande de l'intendant par Jean de la Rue à la toute fin de l'Ancien Régime. Ou l'hôtel de ville de Cambrai, signé Jacques-Denis Antoine, qui est l'auteur, vous le savez, du très beau bâtiment de la Monnaie à Paris, et l'on voit bien la forte parenté entre ces deux constructions. Mais ici, à Cambrai, sur cet hôtel de ville, le balcon reste un marqueur fort de l'architecture édilitaire, de même que le grand lanternon sommital qui évoque la figure du beffroi. Un projet intéressant, me semble-t-il, que j'ai retrouvé dans les archives départementales des Côtes-d'Armor, pour la toute petite ville drapière de Quintin, dont le seigneur souhaitait moderniser l'image par la construction d'un hôtel de ville complètement disproportionné par rapport à l'importance de l'agglomération, et qui ne sera d'ailleurs pas construit pour des raisons financières, et l'intendant fera en sorte que l'on construise de préférence une grande halle drapière qui lui semblait beaucoup plus utile qu'un édifice aussi somptueux. Vous voyez ici avec l'ambition de rivaliser, ou en tout cas d'évoquer les grands modèles de la capitale ou des capitales provinciales. Et assez paradoxalement, le seigneur de Quintin avait prévu de se réserver à l'intérieur de cet édifice édilitaire un appartement somptueusement aménagé, dont on connaît le dessin puisque à cette élévation est jointe une coupe où l'on voit un magnifique décor de boiserie destiné à orner cet appartement. Donc là, il est évident que ce type de commande échappait complètement aux édiles locaux et n'a plus rien à voir avec l'architecture de la région. Autre projet modeste, celui imaginé pour la ville de Brest, qui ne disposait pas d'édifice communal digne de ce nom. Et dans les grands plans de réaménagement de la ville qui sont dressés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, figure un projet d'hôtel de ville, prison, palais de justice, bien entendu un projet soutenu par l'intendant,
et par le gouverneur de la place en bordure de la place d'Armes. Alors je voudrais terminer cette longue série d'exemples par un point qui me semble extrêmement intéressant, qui est celui de l'hôtel de ville comme moyen d'affirmer le pouvoir du souverain, et c'est quand même paradoxal, sur des territoires nouvellement agrégés au royaume, avec par exemple, ou récemment rassemblés au royaume de France, le cas d'un très beau projet dont malheureusement je n'ai que cette mauvaise diapositive et je vous prie de m'en excuser, pour un hôtel de ville à Lille, qui a été élaboré par un architecte local, mais tout à fait au fait, évidemment, du langage de l'architecture des grandes places royales, comme on peut le constater, et avec des références notamment à un édifice royal qui est le Palais du Luxembourg, dans le traitement de ce grand corps pavillon d'entrée, sommet d'une coupole. Cet édifice devait se développer autour d'une grande cour intérieure, au milieu de laquelle aurait été érigée une statue du jeune roi Louis XV. Et cette cour aurait constitué une sorte de place royale. L'intendant avait à la fois le projet d'aménager une place royale à Lille et d'ériger un hôtel de ville. Et donc c'était l'occasion de rassembler ces deux projets en un seul. Il me semble que la référence au Palais du Luxembourg est assez évidente. Et là, on voit comment finalement la figure du beffroi, encore une fois, est transformée plastiquement pour glorifier le souverain beaucoup plus que la ville. Autre exemple sur ces nouveaux territoires, le plus célèbre sans doute, c'est la construction de l'hôtel de ville de Nancy en bordure de la place imaginée pour Stanislas par Emmanuel Héré. L'hôtel de ville n'est qu'un élément de cette vaste composition, complétée par la place de la Carrière, mais c'est quand même l'élément principal de la place qui forme l'écrin de la statue en pied du roi Louis XV, qui, à l'origine, aujourd'hui remplacée par une statue du roi Stanislas, comme vous le savez, qui à l'origine donc ornait cet espace, ce magnifique espace urbain récemment restauré. Et sur cette gravure ancienne, on peut constater que, apparemment très rapidement, on a ressenti le besoin de construire une sorte de petit beffroi, probablement en bois, qui portait une horloge qui n'avait pas été prévue à l'origine sur le bâtiment, et qui permettait de mieux caractériser, de mieux annoncer sa fonction. Donc juste pour rappel, un plan ancien de la ville de Nancy, formé de deux entités, hein, la ville ancienne, la ville ducale, et puis les nouveaux quartiers, et l'implantation de cette place royale à la jointure entre ces deux espaces et au niveau des anciennes fortifications, qui permet donc d'assurer la continuité entre les deux grands secteurs urbains. Place royale ouvrant sur une place plus ancienne, qui est la place de la Carrière, elle-même délimitée à son extrémité par le nouveau bâtiment de l'intendance. Et donc très symboliquement, la résidence du représentant du souverain dans la province fait face à l'hôtel de ville, et les édiles n'ont qu'à bien se tenir. Avec donc cette magnifique perspective ponctuée par la statue en pied du roi, par l'arc de triomphe qui assure l'articulation entre les deux places. Et ce que l'on sait moins, c'est que cette perspective se prolonge à l'intérieur même de l'édifice communal
par la présence d'un grand vestibule en forme de péristyle à colonnes, formant 3 nefs, débouchant sur un magnifique escalier d'honneur dont le mur était orné d'un trompe-l'œil architectural qui prolonge évidemment indéfiniment la perspective. Voilà une vue ancienne de cette composition où l'édifice édilitaire se fond dans la composition d'ensemble et bien entendu n'est plus le sujet principal dans cet espace entièrement dévolu au roi et dont les ambitions politiques sont tout à fait claires. Il s'agissait de favoriser la transition, le passage, le rattachement de cette province à la mort de Stanislas au royaume de France. Et puis un autre exemple, celui de Metz, où Jacques-François Blondel réorganise sur l'un des flancs de la cathédrale un nouvel espace monumental bordé sur son côté principal en vis-à-vis de la cathédrale par un hôtel de ville dont vous voyez l'emprise est relativement limitée, mais dont les façades se prolongent artificiellement et latéralement pour en accentuer la monumentalité. Vous en avez ici une élévation, et dont les arcades du rez-de-chaussée trouvaient un écho dans la construction d'un curieux portique qui venait masquer évidemment cette affreuse architecture gothique que visiblement Blondel n'appréciait guère. En tout cas, plus sérieusement, pour unifier cet ensemble urbain. Et sur ce dernier cliché, une carte qui me semble extrêmement intéressante, qui n'est pas du tout unique, il y en a d'autres exemples. Ce sont des cartes encadrées de représentation des principaux édifices de la ville. Et vous voyez que l'hôtel de ville se trouve en très bonne place sur cette composition. Et l'on voit bien à quel point il était considéré par les édiles, mais aussi par les populations, comme un élément essentiel de leur cité, vraiment représentatif de l'identité de leur cité. C'est sans doute ce qui explique, encore une fois, que la plupart de ces édifices nous soient parvenus dans un assez bon état, à l'exception évidemment des décors, pour les raisons que je vous ai dites. Et je crois que l'attachement au bâtiment édilitaire est toujours très vif et se manifeste y compris à l'égard des mairies très nombreuses construites au cours du XIXe et du XXe siècle. Et puis, en forme de conclusion, quelques édifices qui reprennent, qui s'inscrivent délibérément dans cette grande tradition de l'architecture communale d'Ancien Régime. Par exemple, l'hôtel de ville construit à Tours par Victor Laloux au tournant du XIXe et du XXe siècle. Alors on aime ou on n'aime pas, ce n'est pas la question, mais les références sont extrêmement nombreuses. Bien sûr au grand style officiel du grand règne, du grand siècle, pardon, mais aussi la présence ici des Atlantes qui rappellent l'hôtel de ville de Toulon, la présence ici du beffroi, du pseudo-beffroi, et donc il y a là la volonté de s'inscrire dans cette grande tradition de l'architecture édilitaire française d'Ancien Régime. Et puis, alors d'une manière évidemment plus distanciée, au Havre, j'ai mis plusieurs clichés parce que malheureusement l'environnement de cet hôtel de ville a été passablement gâché par des aménagements, à mon sens, assez critiquables, où l'édifice imaginé par Perret rappelle l'histoire de l'architecture communale, notamment par la présence de cette tour en forme de beffroi. Voilà, je vous remercie.